tous. Je vais en effet vous parler de l'intérêt de la médecine gériatrique en cardiologie interventionnelle, et tout particulièrement dans le cadre du remplacement de valves aortiques par voie percutanée dans un contexte de rétrécissement aortique serré. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu technique peut-être, mais vous avez tous, ou vous serez probablement confrontés à des patients âgés qui présentent une insuffisance cardiaque liée à un rétrécissement aortique serré et pour qui se pose la question de ce type d'intervention. Ce n'est pas quelque chose d'intérêt. En effet, le rétrécissement aortique classifié est fréquent. C'est une pathologie qui se fait chez 5% des personnes de plus de 75 ans. Et dès l'apparition des premiers symptômes, la moyenne de survie est d'environ de 2 ans. Il y a le traitement recommandé et bien sûr la chirurgie conventionnelle avec le remplacement de valves aortiques par voie chirurgicale. Et depuis 2008 est apparue une alternative avec le remplacement de valves aortiques par voie percutanée pour les patients qui sont inopérables par voie conventionnelle. Si les patients ne sont pas éligibles pour ces deux diagnostics, il reste le traitement médical seul qui s'apparente au traitement palliatif. Le TAVI, qui est donc l'acronyme pour parler de l'implantation de la prothèse aortique par voie percutanée, se déroule sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. En fait, il y a souvent une ponction de l'artère fémorale avec la mise en place d'un cathéter par voie rétrograde jusqu'au niveau de la valve aortique. Il y a dans un premier temps une dilatation de la valve aortique native calcifiée par un ballonnet, puis dans un deuxième temps la mise en place de la valve prothétique. Il y a un risque important d'accidents vasculaires cérébraux, notamment au moment du passage du guide par voie rétrograde chez les patients qui sont athéromateux ou lors de la dilatation de la valve aortique native qui est calcifiée avec un risque d'envol calcaire important. Les caractéristiques de ces patients qui ont eu ce type d'intervention, c'est des patients qui ont 84 ans en moyenne, des hommes ou des femmes, c'est 50% chacun. Des patients qui ont déjà eu pour 20% d'entre eux une chirurgie cardiaque, qui sont symptomatiques et qui ont pour 40% d'entre eux des scores de dyspnée NYHA importants, à 3 ou 4. C'est des patients qui ont une fraction d'éjection et une altération de la fonction systolique pour 50% d'entre eux et ou une pulmonaropathie associée. D'un point de vue gériatrique, c'est des patients qui sont très comorbides, comme vous pouvez le voir avec le score CIRS qui est élevé. Et c'est des patients qui présentent, pour 50% d'entre eux, une altération des fonctions cognitives, puisque le RMS était inférieur ou égal à 24 chez 50% des patients, et la BREF était inférieur ou égal à 15. C'est des patients qui sont à risque de dénutrition, mais malgré toutes ces comorbidités et ces facteurs gériatriques, c'est des patients qui restent globalement autonomes, avec une autonomie fonctionnelle mesurée par l'ADL qui reste tout à fait correcte, puisqu'elle est à 5,7 sur 6. Cependant, il y a des difficultés de décider quel va être le meilleur traitement pour ces patients âgés comorbides et récusés pour la chirurgie conventionnelle. C'est une population qui est très hétérogène car les patients peuvent être récusés pour une contre-indication d'ordre comme une aorte porcelaine, une contre-indication d'ordre médical comme une insuffisance respiratoire chronique, mais certains patients sont contre-indiqués à la chirurgie conventionnelle car ils sont très âgés, les nonagénaires notamment, ou présentent des comorbidités multiples. Cependant, le bénéfice clinique de l'implantation de valves aortiques par voie percutanée est variable et très difficilement prédictible d'un patient à un autre. Donc, dès le début de cette technique en 2008, les sociétés savantes et les recommandations européennes avaient dit d'avoir une évaluation multidisciplinaire de chaque patient avant de proposer ce type d'intervention et l'HAS a émis une recommandation en ce sens en 2011 qui recommandait donc que le TAVI pouvait être proposé
pour les patients pour qui une évaluation globale avait été faite, une évaluation multidisciplinaire, et incluant, dans la mesure du possible, selon les centres, une évaluation par un gériatre. Les cardiologues que l'on rencontre nous posent souvent la question de savoir quel va être le bénéfice de ce type d'intervention en termes de survie, mais également en termes de qualité de vie et en termes d'autonomie, puisque la moyenne d'âge est autour de 84 ans et la qualité de vie et l'autonomie sont des questions très importantes pour cette population. L'apport du gériatre est donc d'essayer d'évaluer les comorbidités et les facteurs gériatriques qui sont associés à une espérance de vie diminuée, puisque l'implantation de valves aortiques par voie percutanée n'est pas indiquée si l'espérance de vie est inférieure à 1 an. Ce n'est pas un traitement palliatif, et ça, ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Par ailleurs, l'évaluation gériatrique va permettre d'émettre des propositions ciblées pour les patients vulnérables pour essayer d'encadrer le geste et l'intervention, essayer de diminuer les complications post-opératoires et proposer un suivi gériatrique à la suite en post-opératoire. Donc, comme je vous le disais, la question des cardiologues est de savoir si on va pouvoir améliorer la survie pour un patient, ces patients âgés comorbides, et améliorer la qualité de vie et l'autonomie. On va développer un petit peu ces points avec les différentes études qui ont été réalisées. Ce type d'intervention, donc d'implantation de valves aortiques par voie percutanée, a montré son efficacité dans de nombreuses études et c'est comparé au traitement médical, puisque le traitement de référence reste la chirurgie conventionnelle. Et comparé au traitement médical, il y a une baisse de 20% de la mortalité à 2 ans chez ces patients qui présentent un rétrécissement aortique serré symptomatique. Donc 20%, ça fait quand même 1 patient sur 5 qui survivent de plus. Ces résultats sont tout de même à nuancer, car dans les études, après l'intervention de remplacement de valves aortiques par voie percutanée, il persiste 20% de décès de toute cause. Il y a 10% de mortalité cardiaque, mais il y a également 10% de mortalité d'origine non cardiaque, ce qui montre bien que ce sont des patients comorbides et vulnérables et qui présentent probablement des complications à la suite de l'intervention ou des décompensations de leur comorbidité, ce qui révèle ce pourcentage de décès non cardiaques à 1 an. Plusieurs études ont essayé de voir quels étaient les facteurs prédictifs de cette mortalité à court terme. Et ces études mettent en évidence les pathologies chroniques, comme les pathologies pulmonaires chroniques, l'insuffisance rénale chronique, le diabète, qu'il soit insulino-requérant ou non, et l'arythmie par fibrillation auriculaire. Il est important de noter que l'âge en soi n'est pas un facteur prédictif de mortalité et que les nonagénaires peuvent tout à fait bénéficier de ce type d'intervention. En revanche, il y a 3 études différentes qui se sont intéressées aux facteurs gériatriques évalués au cours de l'évaluation gériatrique complète. Et je vais vous présenter donc ces 3 études. La première, parue en 2012, incluait 160 patients d'âge moyen 86 ans, donc ce qui correspond à la population que nous voyons. Et ils mettent en évidence que les patients fragiles avaient une baisse de la survie à 1 an par rapport aux patients vigoureux. J'attire tout de même votre attention sur leur définition de la fragilité, puisque c'était des critères dérivés des critères de Fried avec la pondération de certaines variables, et donc ce n'était pas ce qu'on peut utiliser, c'est plus difficile à interpréter et plus difficile à mettre en œuvre en pratique courante. Il y a donc une deuxième étude qui s'est intéressée plus aux facteurs gériatriques tels qu'on peut les analyser lors de l'évaluation gériatrique standardisée, qui a inclus 100 patients d'une moyenne d'âge de 84 ans. Et dans cette étude, il y avait 19 décès, soit 19%, ce qui correspond à la mortalité dans les études antérieures. Les facteurs gériatriques qui étaient associés
à une augmentation de la mortalité sont une altération des fonctions cognitives. Alors dans cette étude et dans beaucoup d'études anglaises ou américaines, le score de MMS est dit pathologique en dessous de 27. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément la même définition, mais là, dans cette étude, c'était en dessous de 27. Les autres facteurs de risque associés à la mortalité étaient un risque de dénutrition, une altération des performances physiques, une baisse d'autonomie et la fragilité selon les critères de Fried dans cette étude. Donc beaucoup des facteurs gériatriques sont associés à une augmentation de la mortalité à 1 an. Cependant, dans cette étude, ils n'ont pu faire qu'une analyse univariée car ils n'avaient pas assez de patients pour faire une analyse multivariée. Et la troisième étude, qui à mon sens est la plus intéressante, d'une part parce qu'elle inclut plus de patients, c'est la seule étude avec les facteurs gériatriques qui inclut autant de patients. Il y a 300 patients d'âge moyen 82 ans et qui là met en évidence une diminution significative de la survie 3 ans après l'intervention, si les patients présentaient au départ une altération de leur autonomie fonctionnelle. Vous avez sur le schéma de droite les résultats de l'étude qui vous sont représentés. La courbe verte représente les patients qui sont parfaitement autonomes avec une autonomie fonctionnelle préservée, une ADL à 6. Les courbes orange et rouge représentent les patients qui ont une altération modérée ou sévère de leur autonomie fonctionnelle. Et il y a une baisse significative de la survie dès que les patients ont une baisse de leur autonomie fonctionnelle à 3 ans de l'intervention. On peut se poser la question de savoir si chez cette tranche d'âge de ces patients comorbides, l'intérêt de ce type d'intervention est la survie ou la qualité de vie et l'autonomie. Mais les études ont répondu un petit peu. Donc la qualité de vie à la suite de cette intervention est améliorée. Il y a une amélioration des symptômes avec une nette diminution de la dyspnée à la suite de l'intervention. Et il y a une amélioration globale de la qualité de vie physique qui est significative. Comme tout à l'heure, ces résultats sont à nuancer, car à 1 an, il persiste tout de même 20 à 40% des patients qui n'ont pas d'amélioration de leur qualité de vie. Donc, sur le schéma d'une étude parue en 2014, vous avez représenté en gris clair les patients qui sont décédés et à la suite, 1 an après l'intervention, et en noir, les patients qui ont eu une dégradation de leur qualité de vie 1 an après l'intervention. Ceci est pondéré en fonction des scores de risque opératoire qui sont utilisés pour la chirurgie cardiaque. Et on remarque que même pour des patients qui ont des scores de risque très faibles, il y a en cumulant 20% des patients qui ne sont pas améliorés et qu'au maximum, il peut y avoir jusqu'à 70% des patients qui ne sont pas améliorés après cette intervention. En termes de qualité de vie, il y a approximativement 20% des patients qui ne sont pas améliorés après l'intervention. Nous avons donc fait une étude bicentrique avec Angers et pour essayer de voir s'il y avait des facteurs prédictifs de cette dégradation de la qualité de vie à la suite de cette intervention. C'est une étude qui s'est déroulée sur 1 an. Nous avons inclus 150 patients avec une évaluation de la qualité de vie par une échelle générique, l'échelle SF36. Malheureusement, nous n'avons pas mis en évidence de facteurs prédictifs de dégradation de la qualité de vie physique. En revanche, nous avons mis en évidence une association entre le risque de dépression et l'amélioration de la qualité de vie mentale après l'intervention, c'est-à-dire que les patients qui présentaient des symptômes dépressifs qui peuvent être fréquents, comme on vous l'a dit tout à l'heure, chez les patients présentant une insuffisance cardiaque, amélioraient leur qualité de vie mentale à distance de l'intervention. Donc, ce qui est tout de même important à prendre en compte. En termes d'autonomie, c'est toujours l'autonomie fonctionnelle mesurée par l'ADL. Il y a une perte d'autonomie après cette intervention
chez 20% des patients. C'est encore une étude incluant peu de patients, hein. Toutes les études globalement incluent entre 100 et 150 patients. Et 20% des patients perdaient 1 point d'autonomie fonctionnelle mesuré par l'ADL 6 mois après l'intervention. Le facteur principal retrouvé, c'était les patients qui présentaient un risque de dénutrition avant l'intervention. Cette perte de qualité de vie et cette perte d'autonomie sont possiblement en lien avec l'apparition de complications à la suite de l'intervention. Ces complications peuvent être d'ordre local, quand il y a une ponction de l'artère fémorale avec des hématomes locaux, nécessité de transfusion. Ça peut être d'ordre cardiaque. Il y a quand même 15% d'implantation de pacemaker à la suite de ce type d'intervention, compte tenu de l'apparition de blocs auriculo-ventriculaires complets. Les plus embêtants sont l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux, dans 3% des cas tout de même. Et les complications gériatriques sont, pour la principale, c'est la survenue de confusion, dans 30 à 50% des cas, en post-opératoire immédiat, quand elle est recherchée par l'échelle de la CAM. Le principal facteur associé à cette altération, à cette survenue de la confusion, est l'existence d'altération des fonctions cognitives avant l'intervention. Cependant, nous avons encore beaucoup de questionnements par rapport à l'évolution des troubles cognitifs à la suite de ce type d'intervention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 50% des patients qui bénéficient de ce type d'intervention qui ont des probables altérations des fonctions cognitives. Et pour autant, le déclin, et en plus il y a la confusion post-opératoire, et pour autant, le déclin cognitif n'a pas été prouvé à 3 et à 6 mois de l'intervention. Alors, c'est des études qui incluent environ 50 patients par étude avec un bilan neuropsychologique complet. En conclusion, cette intervention de remplacement de valve aortique par voie percutanée est une alternative à privilégier chez les patients qui sont récusés pour un remplacement de valve aortique dans un contexte de rétrécissement aortique serré symptomatique. Cependant, il faut une évaluation gériatrique préinterventionnelle complète, notamment avec une évaluation de l'autonomie, pour permettre d'aider à la décision thérapeutique, de discuter avec les cardiologues et d'aider à la décision. Le gériatre est également là pour émettre certaines recommandations pour limiter les complications post-opératoires et essayer de limiter la confusion post-opératoire dans la mesure du possible et par la suite organiser le suivi gériatrique. Je vous remercie de votre attention.